Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse. Trois sujets convoqués ce matin pour la discussion. D'abord, la justice militaire avec le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, Alioune Zanré, qui a animé une conférence de presse le lundi 6 juin dernier pour faire le point des différents dossiers qu'il a la charge, notamment celui du coup d'État du 16 septembre 2015. Deuxième sujet en débat ce matin, les révélations du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, à Dakar sur l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, actuellement en séjour au Canada. Et troisième sujet en débat, les avocats de l'ancien président tchadien Hissène Habré, qui ont porté en appel le verdict rendu par un tribunal spécial ayant déclaré coupable et condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture et crimes sexuels commis durant sa présidence. Et pour discuter de ces sujets, je reçois à ma droite Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Kino, bonjour. Deuxième invité à ce débat de presse, Ladi Bama du Reporter. Bonjour. Bonjour. Et nous attendons incessamment Boukari Oba du journal Mutation. Et enfin, quatrième invité à ce débat de presse, Soumaïla Rabo de Savane FM. Bonjour. Bonjour Kino. Et merci d'être là pour le débat. Et donc, pour commencer, Ladi Bama, la justice militaire renonce à son mandat d'arrêt contre Guillaume Soré. On l'a appris le 6 juin dernier à l'occasion de la conférence de presse du commissaire du gouvernement près le tribunal de Ouagadougou. Et pour vous, le motif d'abord qu'il a avancé, c'est que le dossier est entouré d'extranéité mais aussi d'obstacles juridiques. Est-ce que vous comprenez cette décision? Je ne peux pas la comprendre. Vous comprenez que c'est trop compliqué, tout ce qui se passe au niveau de la justice même depuis un certain temps, et particulièrement au niveau de la justice militaire. Peut-être que les spécialistes peuvent comprendre, mais comprenez que pour les profanes comme nous autres, non seulement c'est difficile à comprendre, mais on ne fait rien aussi pour nous faciliter la tâche. Parce que, voyez-vous, depuis le début de cette affaire, au journal Le Reporter, nous avons déjà attiré l'attention des gens sur ce qui est en train de se tramer, à savoir qu'on voulait tout juste tirer un ami d'affaires quand tout a commencé. Souvenez-vous que ça a commencé avec l'ancien commissaire du gouvernement qui avait demandé, d'abord même, nous avons parlé d'un appel d'un ministre qui faisait pression sur le juge d'instruction pour qu'on annule purement simplement les mandats d'arrêt, notamment celui contre Soro. Nous avons attiré l'attention dessus, on nous avait en son temps traité tout l'an d'oiseau, mais voilà, aujourd'hui, la situation nous donne raison. L'objectif, c'était de parvenir à annuler le mandat contre Soro pour cette volonté de régler l'affaire à la diplomatique, comme ils ont dit. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui est gênant, c'est que le procédé utilisé pour y parvenir est vraiment malsain. C'est laid. C'est laid. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Pour une justice, une juridiction comme la justice militaire, décider comme ça que oui, le mandat contre Soro, on annule et on va demander à la Côte d'Ivoire de s'occuper de ça, tout en sachant que Soro, ce n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va jamais juger Soro. Eh bien, c'est une façon de nous dire non, désormais, Soro n'en parlait plus, c'est fini, c'est oui. Ça. Paul Miki Rwamba, est-ce qu'on ne les voyait pas venir depuis les premières décisions? C'est tout à fait cela. Ce n'est pas la justice, c'est la diplomatie que l'on est en train de constater sur le terrain. Alors, moi, j'ai un petit problème, en tout cas, avec le tribunal militaire de Ouagadougou. Voyez-vous, c'est le même tribunal qui avait fait partie des mandats d'arrêt internationaux, dont celui contre Guillaume Soro, pour des raisons qui avaient été évoquées en son temps. Et aujourd'hui, c'est le même tribunal qui évoque un certain nombre de raisons juridiques pour dire que le mandat d'arrêt ne pourrait plus être relancé. Et entre autres raisons, on dit qu'un pays n'extrade pas son national, et puis l'extradition ne peut pas être possible dans un cas de crime politique, etc. Alors qu'on savait très bien ce pourquoi Guillaume Soro était donc appelé à répondre au Burkina Faso, en ce qui concerne notamment le dossier du putsch manqué. Donc, on est au regret de constater qu'on assiste à un tâtonnement au niveau du tribunal militaire. Alors, pour ce qui est du fond et répondre directement à votre question, effectivement, on voyait venir depuis le temps que les deux chefs d'État, Alassane Dramane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré, avaient fait
montrent de leur volonté de régler cette histoire, c'est-à-dire l'incident né du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, par la voie diplomatique. Et on a assisté il n'y a pas très longtemps à un voyage de haut niveau politique avec le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et le ministre d'État Simon Compaoré, qui sont allés voir Alassane Ouattara. On nous avait dit officiellement que c'était un voyage dont l'objectif était de procéder à la relance économique du Burkina. Mais il se trouve évidemment que ça c'était des arguments. Justement, c'est ce qui a été servi à la presse, la version officielle. Mais dans le fond, on constate aujourd'hui que ce voyage avait des relents diplomatiques inavoués. Eh bien, c'est quelque temps justement après ce voyage-là qu'on a constaté cette sortie médiatique du tribunal militaire de Ouagadougou pour dire que les mandats d'arrêt ne seront plus relancés. Donc, on est obligé de constater que c'est la réelle politique qui a prospéré. On a laissé tomber les poursuites judiciaires, on a laissé tomber le dossier juridiquement parlant pour mettre, j'allais dire, un point d'honneur sur la diplomatie. Correct, voilà, le diplomatiquement correct, comme vous le dites, oui, pour préserver les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que peut-être le mandat d'arrêt était très vite parti. Et on a constaté également, quand j'ai dit que le tribunal militaire fait douter aujourd'hui, il faut également remarquer qu'il y a eu des limogeages à ce niveau. Ceci pourra expliquer cela. Oui. Soumaïla Rabo, la justice militaire qui renonce à arrêter Guillaume Soro, mais qui, dans le même temps, opte pour une dénonciation. Est-ce que la suite n'est pas à craindre? Oh, il n'y a plus de suite. Ça, c'est sûr. Il n'y a plus de suite. Et là, Guibama l'a dit, on n'a pas besoin de rêver sur ce sujet-là. C'est plié, c'est classé, voilà, c'est casé. Voilà, il n'y a plus de dossier d'affaires Guillaume Soro dans le coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso. En tout cas, donc, pour moi, les écoutes téléphoniques? Non, tout ça, c'est fini. C'est fini. Moi, je n'y crois plus. En réalité, c'était une exception dans la situation du Burkina Faso qu'une haute personnalité soit traquée par une justice dans le monde francophone. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand il y a eu l'affaire de ministre Oscan, qui était alors directeur général du FMI aux États-Unis, quand ça a éclaté, il y a des analystes les plus avisés qui ont dit qu'en réalité, c'est parce que c'est aux États-Unis qu'une personnalité d'une haute importance comme ça peut être traquée par la justice. Dans le monde francophone, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, tout va être mis en œuvre pour que l'autorité soit protégée. Donc, c'est dans la tradition de nos justices francophones et c'est dans la tradition de la justice qu'on nous a léguée de force que les choses se passent comme ça. C'est-à-dire une personnalité... Du colonialisme. Tout à fait. Une personnalité politique de haut niveau est toujours protégée par la justice. Donc, il ne faut pas que les gens se leurrent, il ne faut pas que les gens rêvent. C'est parce que nous, on a fait une insurrection. Et c'est parce que le gouvernement de l'insurrection, issu de l'insurrection, était un gouvernement télécommandé par le peuple, qui était dans la rue, que ça a pu se produire. Étant donné que les choses se sont normalisées, on revient à la normale, y compris dans les juridictions, y compris dans les couloirs des palais de justice, où les hommes politiques peuvent tourner, aller et venir, même quand on les voit, ils disent qu'ils n'y sont pas allés. Voilà. Donc c'est vraiment de façon naturelle que les choses reprennent, d'après moi. Maintenant, ce que moi je dis, dans les réactions, on doit faire attention. Moi, je suis un Burkinabé, je crois que je suis patriote. Il y a des choses dont je ne peux pas être complice. Moi, je ne peux pas dire, parce que nous sommes impuissants à poursuivre Guillaume Soro, parce que le système est tel que nous ne pouvons rien, ce n'est pas parce que nous sommes impuissants que nous devons cautionner la mort des gens, nous devons cautionner l'action de gens qui seraient auteurs de la mort de nos parents. Devant une situation, moi j'ai trois attitudes possibles, en fait c'est le cas pour nous tous, ou bien on peut changer les choses, ou bien on peut les influencer, ou bien on peut exprimer un sentiment là-dessus. Moi, si mes parents sont morts, je n'ai pas la capacité d'arrêter les bourreaux, de les traduire en justice, de les traquer, de les juger. Mais rien ne prouve, Soumaïla Rabo, au moins je dis, je termine mon idée, au moins je dis, en tant que Burkinabé patriote, ne disons pas que l'annulation du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro est une bonne chose. Oui, mais disons que nous sommes impuissants à le traquer. Cette annulation aussi, nous ne devons pas être contents du fait qu'il ne soit pas poursuivable. Ou certainement qu'il était coupable.
Non, ça veut C'est-à-dire dire... le fait de lancer ce mandat d'arrêt contre lui pour l'entendre sur ce qui s'est passé le 16 septembre ne si on nous met des obstacles pour que nous... Si on nous met... s'il vous plaît, si on nous met des obstacles pour que nous ne puissions pas l'entendre, c'est un aveu de culpabilité. C'est un aveu de culpabilité si vous ne voulez pas être entendu par les juges. C'est un aveu de culpabilité. Donc moi je dis, en tant que Burkinabé patriote, je ne dois pas être complice de ça. Des gens qui mettent des embûches pour qu'on n'écoute pas des gens qui sont suspects. Moi, je ne peux pas être complice des gens qui tuent, qui tuent mes parents. Donc je dis... Non, vous ne pouvez pas être catégorique. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été... sollicité par la justice pour être entendu, mais pourquoi il ne peut pas pour autant être coupable. Oui, Boukari Ouba qui vient de nous rejoindre, bonjour, merci d'être là. Merci. On a vu votre réaction. Est-ce que c'est aussi votre avis que quelque part tout cela remet en cause les acquis de l'insurrection de 2014 et la transition qui a suivi et de ce fait ce qui a fait du Burkina Faso un modèle en Afrique? Kendo, tout ce qui nous reste de cette affaire Guillaume Soro, c'est de l'indignation. On ne peut pas s'empêcher de s'indigner face à la situation qui se présente à nous, Burkinabés. Et il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés contre un justiciable, bien qu'il soit d'un autre pays, on a demandé seulement à l'écouter. Ce n'est pas plus que ça. Personne aujourd'hui n'a présumé de la culpabilité du président de l'Assemblée nationale ivoirienne. On a dit que la justice a besoin de l'entendre. Et je suis sûr que si Guillaume Soro était venu au Burkina se faire entendre, on n'allait pas le déposer à la Maka. J'en doute fort. Mais même on ceux vous a qui étaient à la expliqué Maka également sont les en raisons, liberté provisoire. Non, on nous a dit, le président de Faso l'a dit en personne, ils vont gérer l'affaire diplomatiquement. Et je suis désolé de le dire. Ce qui est en train de se passer, ce n'est même pas une gestion diplomatique. C'est plus que politicien. On a suivi effectivement à ces dégagements-là, des juges qui ont été dégagés, le commissaire du gouvernement, tous remplacés, et des actes qui ont été posés par ces derniers-là ont été annulés par ceux qui les ont remplacés. Ça veut tout dire. Aujourd'hui, quand vous regardez effectivement le balai diplomatique qu'il y a eu, ou politique, le président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, envoyés par le chef de l'État qui s'assoit, qui envoie le président de l'Assemblée nationale, qui s'en vont parler à son homologue, comme si ça ne pouvait pas se faire de gouvernement à gouvernement ou de chef d'État à chef d'État. Je suis désolé de dire que c'est une gestion politique. C'est que nous sommes en train de vivre de l'affaire Guillaume Soro. On ne peut que le condamner. Et moi, ce que je déplore le plus, c'est cette justice qui va se faire à la tête du client. Quand on applique la justice de façon partielle, de façon sélective, ce n'est pas une justice, c'est une injustice. Parce que nous savons que tôt ou tard, dans l'affaire du putsch, il y a des personnes qui vont être jugées, qui vont être condamnées, et pourtant il y a des gens à côté à qui on ne va pas du tout demander des comptes. On dit qu'on va faire une dénonciation. Nous ne pouvons pas demander à juger Guillaume Soro, nous pouvons demander à l'État ivoirien de le juger. Mais c'est le même État ivoirien qui nous a demandé de lever les mandats d'arrêt. Qu'est-ce qui vous dit que cet État-là va demander des comptes à Guillaume Soro? Pas du tout. Oui, Ladji Bama, en même temps, le régime a beau crier à la séparation des pouvoirs. Le citoyen lambda est perdu, on l'a vu ici même sur ce plateau. Et est-ce qu'on peut craindre pour l'impunité sur ce dossier? Non, mais c'est ce qu'on a dit depuis le départ. Comme on l'a dit, Guillaume Soro ne sera plus poursuivi. Ça veut dire que, comme Goba l'a dit, certains seront bons pour être punis et d'autres seront bons pour être impunis. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on nous donne aujourd'hui. Et quand on regarde même nos autorités aujourd'hui, parlant d'indépendance de la justice, moi je crois que c'est juste un discours bon pour ceux qui veulent l'écouter. Il n'y a pas d'indépendance de justice ici, les faits les montrent. Les faits le montrent à souhait. Quand le président dit non, la justice est indépendante, dans le même temps, il peut d'autorité de saisir un juge d'un dossier où est l'indépendance de la justice. Quand le président dit que la justice est indépendante, pendant qu'il peut, d'une manière ou d'une autre, demander à une cour de cassation, parce que c'est ce qui s'est passé, il ne faut pas qu'on se voit la face, l'exécutif qui a demandé à la cour de cassation d'annuler les mandats. C'est ainsi qu'on a vu que la cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi le matin et le soir venir voir à la télé une autre décision qui sort. C'est pas plus que ça. Donc, vraiment... si la manière on n'a pas mis les formes dès le départ pour que tout cela se passe dans les règles de l'art. Moi, j'ai toujours dit depuis le départ ici que cet argument de forme, c'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte qu'on a toujours servi. Et les faits le montrent aujourd'hui. Quand l'affaire a commencé, on a dit que non, il fallait annuler pour répondre parce qu'il n'y avait pas d'avis du commissaire du gouvernement. Mais moi, j'ai toujours dit ici que
il y avait bel et bien eu l'avis du commissaire du gouvernement, parce que c'est lui qui a demandé au juge d'instruction d'instruire le dossier dans ce qu'ils appellent ordre de poursuite. Et c'est bien écrit là-bas qu'il donne mandat au juge d'instruction de lancer tout mandat utile. C'est du français. Comment tu peux dire ça à quelqu'un, il fait le travail et tu reviens en arrière pour dire non, il fallait demander mon avis d'abord. Et en plus, avant qu'il envoie les mandats aux affaires étrangères et à Interpol, c'est encore le même commissaire du gouvernement qui a visé ces mandats avant de les envoyer. Comment il peut le faire et puis revenir encore en arrière pour dire non, il fallait me demander mon avis. C'est de la mauvaise foi, j'ai toujours dit ça ici. Donc, en réalité, c'est comme on l'a dit, on voulait annuler le mandat contre Soro. D'abord, on ne voulait pas le faire de façon comme ça, pour qu'on dise non, c'est vilain. On a trouvé des stratégies pour le faire de façon humaine. On n'est pas dupe, on l'a vu, c'est ce qui a été fait. Soumaïla Rabou, on termine avec vous sur ce sujet. Deux remarques en fait. Je crois que quand nous avons eu les débats il y a quelques semaines ici, on avait convenu que c'était un dilemme dans lequel les autorités burkinabées étaient au regard des relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'était vraiment difficile à gérer. Je crois que les autorités ont fait le choix de la réelle politique. Il y a de l'argent à prendre en Côte d'Ivoire. Prenons l'argent et puis oublions rapidement les morts de septembre 2015. Non, mais il y a aussi les rapports séculaires qui nous lient à la Côte d'Ivoire. Et au nom de ces rapports séculaires-là, on doit sacrifier les morts. Il y a aussi une forte communauté burkinabé. On ne le dit pas. On doit sacrifier les morts. Il faut mettre entre parenthèses des questions de justice. Mais comme vous l'avez dit, cette réelle politique aussi, est-ce que... Non, c'est ça, elle est importante. Elle est importante et la situation méritait qu'on réfléchisse suffisamment et qu'on fasse les choses de sorte que tout le monde se retrouve, que justice soit rendue à nos martyrs, mais qu'également nous préservions les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cette façon de gérer là, je crois que c'est l'histoire qui va nous dire, mais je ne crois pas qu'elle soit la meilleure. En tout cas, il ne faut pas dans tout cela souhaiter simplement que ce dossier aboutisse en justice et on verra. Oui, ça va aboutir, mais comme Oba a dit, si Guillaume Soro n'est pas entendu, ça va être une justice partielle. Voilà, on va rendre partiellement justice parce qu'on n'aurait pas entendu tous les éventuels acteurs. C'est ça où le bas blesse. Maintenant, ce que l'Aïbama dit, la preuve que ce n'était pas la forme qui posait problème avec Guillaume Soro, c'est que le nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal militaire dit que pour Guillaume Soro et puis les autres là, les 9 autres, c'était des problèmes de forme et puis on a expurgé les vices et puis on a relancé. Mais les mandats d'arrêt contre les Blaise Compaoré et Yacine Kafando, c'était dans les mêmes formes. Pourquoi lui ne dit pas qu'il va corriger? Il faut qu'il corrige ça, puisqu'au procès sur l'affaire Thomas Sankara, ça va poser problème. Moi, je crois qu'il aurait dû, dans toute logique, dire à la même conférence de presse, étant donné qu'on a annulé les mandats d'arrêt dans l'affaire du coup d'État pour vice de forme, on va faire la même chose dans l'affaire Thomas Sankara pour vice de forme aussi, et puis on va corriger et relancer aussi contre Blaise Compaoré. Mais si ça reste comme ça, s'il ne corrige pas dans les jours à venir, moi je doute de son indépendance ou de sa capacité à s'autonomiser. Deuxième sujet de débat ce dimanche, l'affaire Zida. Selon le président du FASO, Paul Mikirwamba, le général Yacouba Isaac Zida, actuellement en séjour au Canada, demande de le mettre en position d'évacuation sanitaire pour refuser de rentrer au pays. Est-ce que vous comprenez cette opinion? Non, ça ne peut pas se comprendre. Mais ça montre en même temps comment les choses se passent souvent au sommet de l'État. Je suis très heureux de constater que le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, a refusé cette demande de l'ancien Premier ministre Zida et a même pris sur lui la décision historique de communiquer avec le Burkinabé sur ce que Zida a demandé. Eh bien, voyez-vous, quelqu'un qui a géré les affaires de l'État au Burkina Faso pendant une période, entre guillemets, d'exception, parce que cette transition, rappelez-vous, la charte de la transition, d'ailleurs, qui était ce document qui était annexé à la Constitution pour éviter qu'on se retrouve dans un état d'exception, avait indiqué dans les préambules qu'il fallait gérer cette transition sous la base d'un certain nombre de principes, entre autres la morale, la probité, etc. Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait le point de cette transition et que l'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été commises sous la transition et que l'un des principaux acteurs de cette transition, en l'occurrence l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, se retrouve au Canada. Enfin, c'est l'information que l'on a. On ne sait même pas si réellement il est au Canada puisqu'il ne donne pas de nouvelles. Eh bien, et de là, il disparaît de son poste, comme l'a dit le chef de l'État. Mais il est parti en février avec une autorisation. Exactement. En janvier, d'ailleurs, oui. C'était déjà en fin janvier, puisqu'il avait 2 semaines, qui a pris fin le 19 février, comme l'a dit le président du FASO. Eh bien,
On constate que son autorisation a expiré, il n'est pas rentré au pays et il demande finalement au chef de l'État de le mettre en situation d'évacuation sanitaire alors qu'il est déjà là-bas, tout en sachant que la situation d'évacuation sanitaire suppose un dossier médical. Donc il y a un certain nombre de règles qu'il fallait donc remplir avant d'aboutir à cela. Donc moi je condamne cette façon de faire de l'ancien Premier ministre et je salue au passage le fait que le président ait décidé de ne pas donner une suite favorable à cette demande et en plus de dire aux Burkinabés ce que l'ancien Premier ministre a demandé. Oui, quand vous dites de dire aux Burkinabés, il y a aussi cette manière de faire. Oui. C'est toujours à l'extérieur qu'on a des déclarations fortes. Ça, c'est une condamnation ferme. On l'avait même dit à certaines occasions. C'est vrai que le président du Faso a donné cette information à Dakar, à l'étranger. C'est vrai que c'était face à des Burkinabés. À sa conférence de presse, à sa descente d'avion, il a tenté de rattraper. On lui a posé une question et il a répondu à des questions. Oui, ça rappelle un peu les pratiques de l'ancien président Blaise Compaoré qui avait les déclarations fortes qui concernent le Burkina, ça se faisait à l'étranger. Et je crois qu'il a tenté de rattraper cela en faisant la même déclaration à l'aéroport international de Ouagadougou dès sa descente d'avion. Donc ça, je crois qu'il a retenu la leçon et on espère que désormais il n'y aura plus de déclarations pareilles à l'étranger. Oui, Boukari Ouba. Dans la forme, je trouve que les déclarations du chef de l'État, c'est malheureux. Il était allé pour une mission bien précise et ce qu'il a dit à l'issue de cette mission a éclissé toute sa mission. Après sa mission, effectivement, on a parlé qu'effectivement, cette histoire d'échange qu'il a eu avec le Premier ministre Zida, une question qui était déjà dans l'actualité. Vous remarquez que... à son corps défendant, il dit qu'on lui a posé une question et il a répondu. Il était de même également à New York récemment quand il était à la rencontre des Burkinabés de New York. Monsieur Kindo, tous les jours, il y a des questions qu'on pose à des autorités et qu'elles ne répondent pas. On n'est pas obligé de répondre où il y a une façon de répondre. Ne sont pas on ne peut pas aller dans les détails pour un chef d'État s'arrêter pour nous raconter comme ça qu'il a envoyé un SMS au Premier ministre Zida et qu'en retour, le Premier ministre lui demandait de le placer en position d'évacuation sanitaire. Les échanges, à la limite intime, entre des autorités ou d'anciennes autorités, je pense que ça ne doit pas s'exprimer de la sorte. Vous-même, qui êtes homme de médias, il y a des choses que vous dites en off, vous ne le répéterez pas sur un plateau. Je pense que ces échanges-là, d'une certaine forme pour moi, c'était des échanges en off. Et le président de Faso peut bel et bien trouver une occasion de communiquer de façon limpide sur la question Zida. Et il peut même déléguer la question. Tu es le chef de l'État, tu ne peux pas gérer personnellement cette question-là qui finalement pourrit. Mais vous avez des compatriotes aussi installés à l'extérieur qui ont besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Moi, ce n'est pas pour vous, le président du Faso ne va pas les répondre. Ce n'est pas tant le fait qu'en s'adressant à des Burkinabés de l'extérieur qu'il a dit ça. C'est l'occasion. Je pense qu'il n'était pas allé à Dakar pour parler de la question Zida. Il était à Dakar pour une rencontre. Il a fini la rencontre et c'est normal de rencontrer les Burkinabés de l'extérieur. C'est de raconter effectivement, de leur faire un point sur la situation nationale, sur lui-même, ses propres projets. Et comme on le dit depuis un certain temps, le programme de gouvernement c'est Zida. Et ça c'est regrettable. Le programme de gouvernement ne peut pas se résumer à Zida. Et c'est là où je rejoins Miki dans le fond. Ce que Zida a pu poser comme acte, c'est suffisamment grave. Mais je pense que le président de Faso ne peut pas porter à lui seul et personnellement ce dossier-là. Il y a des personnes mieux habilitées, il faut déléguer. Et sur ce plan-là, vraiment, le président doit soigner sa communication. Il a à apprendre peut-être des autres. Moi, j'estime qu'un ministre peut bel et bien communiquer. Il y a un porte-parole du gouvernement. Le gouvernement fait ce qu'ils appellent les points de presse de façon périodique. C'est des occasions de venir donner ces éléments. Et les journalistes vont poser les questions. Mais que le chef de l'État, à la fin d'une mission, s'exprime à l'extérieur, revient à l'aéroport pour charger davantage le Premier ministre. En fait, sur ça, il faut qu'on nuance les choses. Ce que moi je perçois dans le développement de Wobam, c'est à peu près le point de vue que moi j'ai. C'est-à-dire, c'est pas de dire Zida, il n'a rien fait, il faut le laisser, il y a un acharnement, non. Moi je suis pour que le Premier ministre et le chef de l'État ils prennent son courage à deux mains, il arrête de parler avec les journalistes à tout bout des champs de Zida et puis il le sanctionne. Si il a des faits vraiment probants. Il est ministre de la Défense de Zida. Si Zida est général, Rogma Christian Kaboré est plus gradé que lui, puisqu'il est le chef suprême des armées. Il n'a qu'à le mettre au pas. Il y a un problème de discipline. Il n'a qu'à mettre Zida au pas, puisqu'il est son chef. Il n'a pas besoin de nous dire ça dans les médias à tout bout des champs.
Moi, c'est que cela me suscite, et cela m'inspire comme interprétation, c'est qu'on a besoin de noircir Zida pour se rapprocher de Soro et d'Alassane Ouattara. C'est l'impression que moi j'ai aujourd'hui. Ça veut dire plus on va noircir Zida, plus on va se rapprocher de la Côte d'Ivoire. Peut-être même que c'est ce que la Côte d'Ivoire a demandé, puisque c'est Zida qui apparemment, ou finalement, aurait sali Guillaume Soro et aurait terni les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, ça peut rentrer dans une campagne qui ne dit pas son nom, de dénigrement de la transition pour amener à la normale un certain nombre de choses. Je crois que le président n'a qu'à mettre fin à ce débat-là, et puis les gens n'ont qu'à laisser ce débat sur la transition-là. S'il y a des gens qui sont fautifs, souvent c'est un peu trop. Des déclarations de nature à mettre l'opprobre sur la gestion de la transition. Oui, mais ça veut dire, s'il y a des éléments contre la transition, il y a des gens qui ont géré la transition, il faut les poursuivre. Comme on demande de poursuivre tous les autres qui étaient avec Blaise Compaoré, y compris Blaise Compaoré. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures pour les Burkinabés. Personne n'est au-dessus de la loi. Maintenant, il ne faut pas faire du bavardage inutile au moment où on a vraiment des priorités là. Mais on doit relancer l'économie là. On doit lutter contre les terroristes là. C'est ça qui est important. Oui, Ladji Bama, le président a fait d'autres révélations à Dakar, toujours sur la gestion Zida pendant la transition. Mais quelqu'un l'a dit, est-ce que c'est de nature à jeter l'opprobre sur la transition, ou bien peut-être que Rochmark Christian Kabore se voit déjà en 2020, si on considère certains propos d'observateurs, Zida comme étant un potentiel challenger? Si c'est le cas, c'est que, je sais pas, si déjà on a peur tant de Zida, c'est qu'il n'y a rien dans ce système finalement. Parce que Zida, quand même, bon, je ne vois pas en quoi il est si puissant que ça politiquement pour qu'il fasse peur autant. Moi, je constate tout simplement, comme Woba et tous les autres l'ont déjà dit, qu'il y a comme une communication... Non, moi, je ne parlais même pas d'acharnement. C'est une communication qui est malheureuse. On n'a pas besoin de tout ça. Parce que quand moi, je me dis que le président du Faso, quand même, c'est quelqu'un d'assez assez responsable, qui a des choses beaucoup meilleures à faire pour nous que de s'asseoir à longueur de journée en train de parler que de Zida. À Dakar, Zida, il va de l'autre côté, c'est Zida. Mais finalement, il n'y a pas que Zida dans ce pays. On est tous d'accord, Rabo l'a dit, ce que Zida a fait, ce n'est pas bon. Personne ne peut nier ça, ce n'est pas bon. Il a fait trop de choses vraiment... impardonnable de son passage, que ce soit à la présidence du Faso ou à la primature. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va passer toute notre vie à ne parler que des Zida. Voilà. Maintenant, même quand on dit non, ce que le président a dit, c'est bien, il faut dénoncer ce que Zida a fait. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas être si optimiste que ça, parce que moi, je constate qu'aujourd'hui, c'est parce que c'est Zida, hein. C'est Zida, c'est un pestiféré aujourd'hui. On ne parle que quand il fait quelque chose de mauvais, on accepte de parler aujourd'hui publiquement. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a pire que ça qu'on n'acceptera pas dire aux citoyens dans ce pays. Parce que dans ces systèmes-là, on l'a vu aussi en Côte d'Ivoire avec Soro qui était à Paris. Il a annoncé même sur ses réseaux sociaux qu'il était en visite privée. Et dès que ça commençait à chauffer sur lui, on a vu qu'on lui a envoyé rapidement un document pour dire qu'il était là au nom de la Côte d'Ivoire pour assister à la COP21. C'est des choses qui existent. Le président aurait pu bien accéder à la requête de Zida. Si ce n'était pas Zida, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il aurait pu le faire et puis on ne l'aurait pas su. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se laisse avoir dans ce jeu-là. Zida, il est pestiféré aujourd'hui. On ne parle que de lui, mais soyons vigilants. Donc pour vous, on nous sert de la distraction. Oui, c'est de la distraction. Il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas divertir le peuple burkinabé. Et il y a plus d'attentes importantes que ça. Il faut que le président s'affaire aux priorités. Il faut qu'il donne satisfaction aux attentes des uns et aux autres et qu'il gère vraiment le dossier de transition-là à travers les mécanismes institutionnels qui sont prévus. Et ceux qui doivent être sanctionnés, qu'ils soient sanctionnés. Que ce soit des ministres des Zida ou le premier ministre Zida lui-même. Bon, Michel Kafando, lui, il sentit à bon compte. Aucune accusation pratiquement contre lui. Peut-être l'affaire des 57 véhicules. Là aussi, c'est tiré par les cheveux. Bon, donc, s'il y a des gens à sanctionner, il faut les sanctionner. Il ne faut pas faire du bruit. Hein? Bon, quelqu'un a demandé, est-ce que Zida, là, c'est dans le programme du président Roch? Parce que Kouma Boli, c'est autour de 3 milliards. Zida, on dit 1,2 milliard. On n'a jamais entendu Kouma
Toumba Boli dans la bouche du président Roch. Hein? Bon, ça pose problème. Comparaison n'est pas raison. Voilà. Oui, Paul Miki Rwamba, oui. Oui, je disais que je suis tout à fait d'accord. Il y a eu un péché au niveau de la communication du chef de l'État. Parce que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. En principe, c'est pas lui qui devait effectivement porter ce discours sur Sida. Mais je voudrais faire remarquer également que lorsqu'il a rencontré les Burkinabés de Dakar, il en était de même pour les Burkinabés de New York. Il n'a pas été question que de Sida. C'est nous, journalistes, qui avons estimé que l'affaire Sida était une affaire bonne à vendre dans les médias, qu'on a fait un certain tapage là-dessus. Parce que le président a parlé également du vol des Burkinabés de l'étranger et bien d'autres sujets avec nos compatriotes qui se trouvent là-bas. Mais évidemment, lorsqu'on parle de cas Sida, ça intéresse les Burkinabés, ils veulent savoir exactement ce qui se passe. Donc ce n'est pas seulement la faute du président, il a parlé beaucoup et on a gonflé le volet Sida. En même temps, je voudrais également me réjouir d'un certain nombre de faits par rapport à cette communication. Même si elle est maladroite, elle nous a permis également, nous Burkinabés, de savoir que souvent, au sommet de l'État, il y a des deals qui se font. Il a utilisé le mot mouta-mouta, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si ça existe. Il dit que la justice n'est pas mouta au Burkina. Voilà, exactement. Donc, c'est une manière de montrer aux Burkinabés comment est-ce que les choses se géraient avant. Et comme on est rentré dans une logique de plus rien ne doit être comme avant, eh bien, il fallait qu'on montre cette rupture-là de la façon de gérer. Et j'ai bien aimé lorsque le chef de l'État également a dit que lui, en tant que président de façon, lorsqu'il va quitter, il devrait rendre compte, eh bien, avant de pouvoir rendre compte, il faut qu'il sache où il a pris le pouvoir d'État. Donc, il était normal quand même qu'il dise s'il y a eu des détournements. On parle de cette histoire de nomination comme ambassadeur. Il y a également cette histoire de détournement de fonds au niveau de la présidence de Faso. Et depuis, quand il était Premier ministre, il y a un certain nombre de faits comme ça. Il y a les questions de parcelles. Voilà, les questions de parcelles auparavant qui ont été évoquées, un certain nombre de malversations, etc. Donc, je pense que c'est intéressant que Zida puisse répondre, rentrer, comme l'a dit Rabo, effectivement. Ce qu'on devait faire, c'était de passer aux actes. S'il y a quelqu'un qui a détourné de l'argent, qu'on l'appelle, qu'on l'entende. Et après, on pourra en parler. Sinon, on a l'impression que c'est un combat de l'opinion, on veut salir les gens, on parle tellement trop qu'on agit. Alors, il faut agir pour que Zida vienne répondre éventuellement, de gré ou de force. Oui, Boukari Ouba, est-ce que dans ce cas de figure, on peut parler d'indiscipline? Le ministre de la Défense, qui est le président du Faso, a du mal à tenir ses troupes. Sinon, comme on l'a dit, il aurait pu le faire venir et répondre. Ça y ressemble. Quand le président parle de Zida, justement, on a du mal à distinguer entre le ministre de la Défense et le chef de l'État. On ne sait pas à partir de quel moment il parle avec la casquette de président ou la casquette de ministre de la Défense. Et moi, j'ai cru comprendre que lorsque le chef de l'État est ministre de la Défense, c'est beaucoup plus le secrétaire général qu'on voit et qui s'exprime sur des questions militaires. C'est rare que le président lui-même porte la casquette de ministre de la Défense pour sortir ainsi s'exprimer. Ça a été ainsi sous la transition et même sous Blaise Compaoré quand un temps il a endossé donc, ce portefeuille de ministre de la Défense. Donc, si c'est une question d'indiscipline, dans le corps, là je rejoins Rabo pour dire qu'effectivement en tant que ministre de la Défense, il est nettement au-dessus d'un général, même 5 étoiles, donc il peut tout de suite sanctionner Zida et puis le dossier est clos. Et en tant que chef de l'État, lui qui a l'autorité de faire annuler des mandats et peut faire en émettre aussi. Donc aujourd'hui, pour couper court à tout ce débat-là, convertissons le mandat contre Soro en un mandat contre Zida. On lance, lui au moins il est burkinabé, il n'a pas d'autres nationalités, c'est pas évident pour lui aussi d'aller s'acheter une nationalité ivoirienne vite fait, bien fait. Donc je pense que si... Ah bon, vous avez des exemples oui, il y a des gens qui sont allés se faire établir des nationalités. Donc c'est beaucoup plus simple de lancer un mandat d'arrêt contre Zida et puis on s'assoit, on ne parle plus, on attend le jour qu'on va l'arrêter dans un aéroport ou bien quelque part et puis on nous l'envoie. Je pense que c'est beaucoup plus simple. On va clore ce dossier-là. On va passer à des choses très, très sérieuses pour ce pays-là. On donne l'impression de tourner en rond. Regardez, depuis plus d'1 mois, 2 mois, depuis pratiquement qu'on a fait le bilan même des 100 jours de ROC, et bientôt on va vers les 200 jours maintenant. Ça aussi, peut-être que ça sera un autre bilan. Vous remarquez qu'il y a 2 sujets essentiels. C'est Zida, c'est la justice. Nous tournons en rond. Je ne sais pas combien de fois sur ce plateau-là, nous sommes venus nous asseoir et que l'un ou l'autre de ces sujets-là n'est pas à l'ordre du jour. Si ce n'est pas Zida, c'est la justice. Ça pose problème. Il faut que nous avançons. Si l'actualité dans un pays n'avance pas, c'est la preuve que le pays lui-même n'avance pas. Parce qu'on ne va pas vers les sujets d'intérêt,
on a des sujets comme ça, comme des éventails qu'on utilise à la limite pour masquer ce qu'il y a d'essentiel, pour masquer certaines carences. Aujourd'hui, on a besoin d'un gouvernement qui travaille, on ne le sent pas. Oui. Ça pose problème. En même temps, il y a Zida, c'est un militaire. En même temps, il y a aussi ce que certains observateurs estiment aussi qui peut créer des petits remous au sein de l'armée. Parce que quoi qu'on dise, Zida, il a toujours des fidèles dans l'armée burkinabé. Et est-ce qu'il ne faut pas craindre quelque part une division de l'armée au moment où on a besoin de tout le monde pour lutter contre le terrorisme, pour mieux assurer la sécurité du Burkina? Non, mais si on doit tenir compte de tous ces déshydratats-là, c'est qu'on ne va pas s'en sortir. Si parce que quelqu'un a des fidèles, s'il déconne, on ne doit pas pouvoir le sanctionner. Moi, je ne sais pas où on va maintenant. Moi, je crois que ça, c'est un faux argument. Si Zida, on a des faits vraiment qui sont avérés contre lui, il n'y a pas à tenir compte du fait qu'il a des... Parce que tout le monde, finalement, tout le monde a des partisans partout. Hein? Donc, moi, je crois que l'essentiel, c'est qu'on puisse établir que Zida, il a fait des choses qui ne sont pas bonnes, tout le monde le reconnaît, et que lui-même le reconnaisse. Et puis, on le sanctionne. Ça ne doit pas poser de problème au sein de l'armée, ce n'est pas possible. Et donc, pour vous, il faut aller le chercher? Ben, si c'est nécessaire, il faut aller le chercher. S'il ne veut pas venir de lui-même, il faut aller le chercher. Ou bien, il faut lancer un mandat, comme Ouba l'a dit, il faut lancer un mandat, il va rentrer. Parce qu'il ne faut pas que le président donne l'impression qu'il a peur ou bien de remous dans l'armée, ou bien il a peur de la réaction de l'opinion. Peut-être c'est ce qui fait aussi qu'il lance les ballons d'essai pour voir comment les gens vont réagir par rapport à d'éventuelles sanctions qu'il va prendre contre Zida. Mais moi, je crois qu'on ne doit pas s'accommoder de telles inquiétudes. Quand on est responsable, on s'assume. On prend les décisions et puis on assume les conséquences. À l'aéroport de Ouaga, il dit qu'il n'a pas d'ultimatum à donner à Zida. Il pense qu'il y a des règles. Oui, je crois qu'il pense que Zida peut encore entrer dans les rangs. C'est son espoir. Espérons qu'il sera vite satisfait. Maintenant, si Zida traîne les pas, on verra bien si le président est suffisamment courageux pour aller le chercher. Mais il n'est pas en désertion. Non, mais c'est ce que le président a dit. Le président lui a dit qu'il a une permission qui valait pour 2 semaines. Ça fait plusieurs mois maintenant. S'il continue à rester là-bas, ça va être interprété comme une désertion. Et quand c'est comme ça, il faut prendre des mesures vigoureuses. Oui. Et pour le moment, on n'en est pas là. Il a dit que... Oui, alors, cette histoire des Zida-là, c'est également la preuve que lorsqu'on est au sommet de l'État, il faut être le plus correct possible. Hein. Moi, ça me rappelle également l'histoire de Blaise Compaoré. Alors, ayant voulu forcer la main à la Constitution pour s'octroyer un autre mandat, il est parti de la petite porte et on a tout de suite oublié tout ce qu'il a fait comme bienfait. Aujourd'hui, Zida, il a été à un moment donné le sauveur du Burkina. Hein. Je me rappelle quand même qu'au temps fort de l'insurrection, il a pris énormément de risques. Hein. Il aurait pu y laisser sa vie. Il était à un moment donné le héros national. Il n'est pas le seul. Oui, il n'est pas le seul, mais je parle, puisque c'est de lui qu'on parle, effectivement, avec un certain nombre de Burkinabés, il y a eu trop de personnes qui ont pris des risques qu'il faut féliciter. Mais en même temps, si on se rend compte que la gestion de la transition n'a pas été ce que les Burkinabés avaient voulu qu'elle soit, évidemment, il va falloir qu'il réponde, et même s'il va être gracié après, en tout cas, évidemment, il faut qu'il revienne répondre de ces forfaits-là. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On va tout de suite oublier tout ce que Zida a fait de bien. D'accord. Boukari Ouba, troisième sujet pour terminer. Les avocats commis d'office de l'ancien président tchadien Hissène Habré ont fait appel vendredi du verdict énoncé le 30 mai dernier contre l'ancien président tchadien. Et pour vous, est-ce que c'est surprenant? Est-ce qu'on ne s'y attendait pas? Qu'il fasse appel? Oui, d'autant plus que Hissène Habré lui-même a estimé, d'abord il n'avait pas reconnu le tribunal et ensuite il estime que le verdict rendu... Hissène Habré ne voulait pas tout simplement être jugé. Vous vous rappelez que sa première comparution, on a dû le trimballer de force pour l'amener devant le juge, devant le tribunal. Il a refusé d'aller devant le tribunal et devant le tribunal, il a refusé de s'exprimer. Je crois qu'en temps, c'est une note écrite qu'il avait envoyée au président, au juge, qu'il a lu publiquement, où il disait que lui ne reconnaît pas la juridiction, il ne reconnaît même pas le juge. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la juridiction mise en place, créée apparemment spécialement pour le juger, ne peut pas reconnaître le verdict qui va sortir de cette juridiction. C'est à cette conclusion qu'on a abouti. Il a été condamné à perpétuité. Et des avocats qui ont été commis d'office, ce ne sont pas
lui, ses propres avocats en tant que tel. Bon, c'est normal, devant une juridiction, vous avez droit à un conseil. On a trouvé des avocats pour faire le travail, mais le prévenu même dit qu'il ne reconnaît pas ses avocats. Mais ce sont les mêmes avocats, effectivement, qui ont posé recours. Et on attend que, certainement, il y ait un deuxième jugement. Mais qu'est-ce que ça va changer dans le fond? Hissène Habré, il a été condamné aujourd'hui. C'est un fait, je ne pense pas qu'une juridiction, ça sera peut-être même d'ailleurs, c'est d'ailleurs la même juridiction. On a créé une juridiction spéciale pour juger Habré. Mais la cassation peut être une autre juridiction, même si c'est de certainement pas la même composition, ce n'est plus les mêmes juges, mais ça va m'étonner. Voilà, ça va rester dans le même tribunal. Peut-être qu'il faut composer d'autres juges qu'on va appeler justement une cassation, sinon ça va m'étonner qu'on sort d'un tribunal spécial qu'on a créé pour aller peut-être prendre une juridiction de droit sénégalais. Il faut attendre le mois de septembre pour le savoir. Oui, Ladi Bama, pour vous, est-ce que c'est surprenant, puisqu'on l'a vu au lendemain du verdict, les avocats avaient déjà émis cette idée, mais cette nouvelle procédure lancée, est-ce que finalement on peut penser que, est-ce que c'est utile, est-ce que il le faut, comme l'a dit quelqu'un, de toutes les façons. La cassation ne va pas juger le fond, c'est juste la forme. Non, moi je crois que, comme Louba l'a dit, hein, cet appel-là, moi je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Ça ne devait pas s'expliquer parce que, d'abord, tu ne reconnais pas la juridiction qui te juge. Tu ne reconnais pas même les avocats de fils qu'on a mis à ta disposition. On rend un jugement. Comment tu peux faire appel? Tu ne reconnais pas le jugement aussi? Je sais pas. Non, ce n'est pas lui qui a fait appel, c'est les avocats qui ont fait appel. Même ces avocats qu'on ne reconnaît pas. Le gars, il ne vous reconnaît pas, vous faites appel pour lui, pourquoi? Mais c'est ça, quoi, je ne sais pas. On vous dit non, allez-y juger quelqu'un, il dit non, je ne veux pas de vous. Et on le juge, on le connaît, vous faites appel pour... Est-ce qu'il a dit qu'il n'était pas content du jugement, de la sanction qu'on lui a appliquée? Donc, moi, finalement, ça me laisse croire que ceux-là qui pensent peut-être que ces avocats, en réalité, c'est un deal qu'ils sont en train de faire, ils ont raison, parce qu'il y a cette opinion qui dit aussi que c'est passé à de l'argent à prendre, que les avocats peuvent durer la procédure pour continuer à bénéficier de cette demande financière qui est là à leur disposition. Sinon, ça ne s'explique pas, cet appel-là. Oui, si c'était prévu, vous demandez. Oui, si c'était prévu. Mais c'est sûr que quand on a mis en place les tribunaux spéciaux là, africains, on a tout budgétisé. On a prévu toute la procédure, c'est-à-dire de la première instance jusqu'à la cassation, et on a budgétisé aussi jusqu'au bout. Si les avocats ils voient ça, écoutez, ils cherchent du travail tous les jours. Oui, ils savent qu'ils ont la possibilité, ils ont le droit d'épuiser la procédure jusqu'au bout. Donc même si Hissène Habré ne dit rien, eux, ils peuvent interjeter appel. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand on va en appel, les avocats sont rémunérés. Ils vont continuer à prendre les rémunérations et après jusqu'en cassation. Donc il faut les comprendre. Parce que si on n'épuise pas le budget, là, ça va aller où? On va redistribuer ça aux pays africains, aux partenaires qui avaient donné les sous. Non. Donc c'est de l'argent qui se balade, il faut récupérer ça rapidement. Là-bas, non, ça peut retourner à l'Union africaine, puisque c'est l'Union africaine qui est à l'origine. Et les avocats, là, ils émargent à l'Union africaine. Les avocats de Hissène Habré, là, ils émargent à l'Union africaine. Non, eux, ils émargent au tribunal spécial. Et tant que le tribunal spécial a de l'argent, il faut faire des recours. Sinon, moi, je vois mal un autre tribunal venir remettre en cause la décision qui a été prononcée. Surtout que vous-même, vous avez dit, c'est dans la forme que ça va être apprécié dans les autres instances. Donc, ça ne va pas vraiment changer. Hissène Habré ne voulant pas parler et les témoins ayant tout dit pratiquement, je ne vois pas comment il peut se tirer d'affaire. Surtout que les crimes qu'il a commis sont patents. C'est visible. Les victimes sont là, elles ne sont pas toutes mortes. Leurs familles sont là. Les choses ne souffrent pas de doute. Voilà. Donc, vraiment, on tourne en rond et on est vraiment en Afrique, quoi. On est en Afrique, s'il y a de l'argent qui n'appartient à personne, il faut prendre ça pour soi. Oui, Paul Miki Rwamba, tout cela pose le problème de l'utilité, certainement, de ces appels, ou en fait, si on peut le dire. Oui, c'est vraiment la question. On se demande qu'est-ce que cet appel va changer. Mais comme l'ont dit mes confrères précédemment, effectivement, c'est une histoire d'argent, hein, c'est ce que l'on voit. Rappelez-vous que ce dossier Hissène Habré a beaucoup traîné au niveau de ce tribunal spécial. D'ailleurs, le Sénégal avait fait la question d'argent comme condition pour abriter ce tribunal, puisqu'on avait dit le Sénégal. Que l'Union africaine menace. Voilà, justement.
puisque le Sénégal avait dit en son temps qu'il était capable de juger Hissène Habré, mais la question d'argent se posait. Et bien évidemment, aujourd'hui, lorsqu'on voit comment les choses se passent, on ne peut pas s'empêcher de croire que c'est un deal entre avocats et pourquoi pas les magistrats également, puisque quand on va en appel, c'est également d'autres juges qui vont connaître le dossier. Mais ce qui est intéressant, quand même, il faut qu'on le relève. L'un des avocats de Hissène Habré, Mounir Balal en l'occurrence, a déclaré que lui et ses collègues sont convaincus de l'innocence de leurs clients. Ça, c'est parole d'avocat, oui. C'est tout à fait normal. C'est ce que tous les avocats diront. Mais... C'est ce que tous les avocats diront. Vous prenez un avocat X, c'est ce qu'il va dire par rapport à un client qu'il défend. Maintenant, les faits sont là, les faits sont suffisamment graves en ce qui concerne Hissène Habré. On a suivi tout ce procès d'ailleurs, même si, comme l'a dit Oba, le monsieur lui-même n'a pas voulu comparaître devant un tribunal qui n'a pas reconnu. Les avocats ont été commis d'office. Il faut bien qu'ils fassent le boulot pour mériter l'argent qu'ils ont pris ou l'argent qu'ils vont prendre après. Évidemment, pour moi, c'était vraiment pour respecter une certaine forme dans le dossier. Sinon... C'est comme ça, hein. Lorsqu'on est avocat de quelqu'un, lorsque le monsieur perd, là, le réflexe c'est de faire appel. Donc il fallait peut-être s'attendre à ça. D'ailleurs, ils l'ont dit depuis le jour que le dossier a été, donc le verdict est tombé. Ils avaient déjà dit qu'ils allaient faire appel. Et on se retrouve face à cette situation. Et il ne fallait pas s'attendre à autre chose, quoi. Maintenant, dans le fond, comme on ne va pas rentrer dans le fond du dossier, c'est seulement la forme. Tout porte à croire que la condamnation ne va pas changer. Et une condamnation à perpétuité, c'est peut-être, entre guillemets, le moindre mal lorsqu'on regarde un peu ce dont Hissène Habré s'est rendu coupable en tant que président du Tchad entre 82 et 90. C'est suffisamment grave. Comme l'a dit Ladji Bama, les victimes sont là. Il y en a qui ont comparé d'ailleurs au tribunal avec des séquelles d'ailleurs de ces... Oui, voilà. 4000 parties qui ont déposé des recours. C'est suffisamment grave. Voilà. Donc c'est également une expérience d'une juridiction spéciale africaine. Pour juger un chef d'État, habituellement, c'est à l'AE que ça se fait. Oui, donc, on va y arriver. Okay. Oui, Boukari Ouba. Bon, au passage, hein, concernant les avocats, quand vous allez dans les tribunaux tous les jours, vous voyez les avocats du diable. C'est pour dire, peu importe ce que la personne a fait, dès lors qu'on a dit, vous êtes son avocat, vous êtes tenu de le défendre. Vous voyez la vérité, mais ce n'est pas la vérité qui vous importe. Vous voulez innocenter quelqu'un coûte que coûte. Il y en a qui arrivent effectivement, peut-être pas des vices de forme, effectivement, à innocenter un coupable avéré. Ça peut arriver. Mais là, c'est sûr qu'il y a un enjeu financier qui pousse les avocats, effectivement, à persister en appel ou en cassation. Mais là où le dossier, l'affaire Hissène Habré est intéressante, c'est de prendre l'affaire dans son ensemble. La question de juger un chef d'État ou un ancien chef d'État. Vous avez vu, après le verdict, il y a eu beaucoup d'optimistes comme ça qui se sont exprimés en disant que c'est un exemple. On avait dit d'ailleurs qu'il fallait juger Hissène Habré pour l'exemple. L'exemple dans un premier temps, pour montrer qu'effectivement on peut juger nos anciens chefs d'État chez nous en Afrique, ça a été fait. Mais aussi l'exemple pour prouver que désormais les tortionnaires, les dictateurs vont payer de leur forfait. Et là, je ne suis pas optimiste jusqu'au bout. Je pense que c'est déjà bien que Hissène Habré ne soit pas allé à La Haye et qu'il ait répondu effectivement d'un tribunal créé en Afrique et logé donc en Afrique, en l'occurrence au Sénégal. Mais sur le fait que c'est dissuasif, ce n'est pas tout à fait évident. Quand le 30-31 octobre s'est produit au Burkina, on a vite fait de crier que voilà, c'est un exemple en Afrique et que désormais, ça n'est fini pour les tripatouilleurs, il n'y aura plus de modification de constitution. Après 30-31 octobre, il y a eu combien de tripatouilleurs en Afrique? Non, pour rester dans le sujet, Boukari Ouba, Blaise Compaoré aurait pu faire pire pour se maintenir. Mais est-ce que, en pensant que il peut avoir un sort un jour comme Hissène Habré ou être ou Laurent Gbagbo, est-ce que tout cela n'a pas pesé dans sa décision de rendre sa démission? Oui, si vous prenez Blaise Compaoré, moi je prends Nkurunziza. Nkurunziza, il a vu le cas Habré, il a vu le cas Blaise Compaoré, il a vu le cas Laurent Gbagbo. Et pourtant, tous les jours au Burundi, il y a mort d'hommes. Il y a le Congo qui s'apprête effectivement à entrer dans un cycle de violence et ça va faire des morts. Donc c'est pour dire que la raison, elle est souvent personnelle. C'est vrai que les exemples, effectivement, ça peut vous amener souvent à raison, à savoir raison gardée, mais ce n'est pas évident, ça ne passe pas partout. Je suis désolé de dire que le fait qu'on ait jugé Hissène Habré, ce n'est pas la fin des dictatures.
il faut que le combat continue pour qu'effectivement chaque chef d'État, chaque responsable, à quelque niveau que ce soit, qui se serait rendu coupable de faits d'assassinat, tous ces faits punissables, que ces personnes-là puissent répondre, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et le tribunal spécial qui a été créé, je pense que c'est une bonne chose. Et sans doute aussi, il ne faut pas penser que le tribunal était forcément parfait. Je pense que c'est un premier exemple et il peut avoir éventuellement des choses à améliorer et éventuellement envisager un tribunal permanent, parce que j'imagine que ce tribunal-là, il n'est pas fait forcément pour rester indéfiniment. On a jugé un monsieur, lorsque le dossier Habré sera définitivement clos. Justement, ça nous pose le problème de l'avenir de ces chambres extraordinaires, Ladji Bama et Soumaïla Rabou. D'abord, leur coût cher, et il a fallu que l'Union africaine se fasse aider par des partenaires techniques et financiers pour le financer. Et ensuite, après le cas Habré, on va fermer boutique et ensuite attendre le prochain dossier, d'autres dossiers. Et finalement, est-ce qu'on se pose la question sur l'avenir de tout ça et sur la question de l'impunité sur le continent dans un contexte où l'Afrique veut quitter la Cour pénale internationale? Oui, non, je crois que c'est une question qui est pertinente parce que moi, je ne crois pas que le fait même qu'on juge, qu'on tienne forcément à juger nos présidents en Afrique même soit en soi une raison d'être fier, c'est pas. Parce que s'il faut aller prendre de l'argent chez les autres pour venir financer ces juridictions-là, je ne vois pas où est la souveraineté finalement, parce que c'est ça. Tout tient à ça. On veut dire non, il faut qu'on juge nos dictateurs ici chez nous, mais en réalité, on n'a pas les moyens de le faire. Bon, c'est en cela que moi, on a eu à débattre de ça ici plusieurs fois. La CPI est là pour répondre à ces questions-là. La CPI est là pour tout le monde entier. Au lieu de chercher à rester dans ce nombrilisme, ce nationalisme qui n'a pas sa raison d'être là, on peut continuer toujours à traiter avec la CPI pour juger ces cas-là. Et puis en plus, quand on parle aussi... Moi, je ne suis pas aussi optimiste après le cas Hissène Habré parce que on oublie aussi, Hissène Habré, c'est parce que il a perdu tout protecteur. À un moment donné, il n'avait plus de protecteur. C'est pour ça qu'il a subi ce sort-là. Mais il y a, en plus de ça, il y a encore des cas qui sont là, qui ne sont pas jugés. Tout près de nous, il y a Blaise Compaoré qui est là, qui a besoin d'être jugé. On n'arrive pas à le juger. Donc, je ne sais pas pourquoi on doit aussi au Tibis, parce que bon, il y a ces gens de tribunaux-là. C'est une question de... Ça est en cours. Mais il n'est pas encore jugé. Tout est qu'il n'est pas encore jugé. Voilà, même on l'a naturalisé, on veut même le soustraire à la justice qui veut le juger. Donc, en fait, c'est pour vous dire que la question n'est pas tant au niveau du fait de la localisation de la juridiction en question. C'est une question de mentalité, même au niveau de l'Africain, qui doit comprendre que la justice, on ne peut que se soumettre à la justice quand on est justifié, quand on est démocrate. Oui, et Soumaïla Rabou. Je crois que quelque part, c'est un défi pour nos juges, nos juridictions, pour prendre en charge eux-mêmes les dossiers, quelle que soit la difficulté qui les entoure. Je crois que si les magistrats étaient courageux au cadre, s'ils étaient assez professionnels, ils auraient pu prendre en charge ces affaires-là eux-mêmes. Et le fait qu'on juge déjà en Afrique, contrairement à ce que Ladji Bama dit, pour moi c'est bon. Ça peut susciter de l'optimisme, parce que ce qui se passe à la CPI aussi, je crois que c'est pas la justice. C'est une justice à deux vitesses aussi. Il n'y a que des Africains qui sont jugés là-bas, alors que les crimes ne sont pas commis seulement en Afrique. Donc on a des raisons de dire qu'on est fiers de voir nos dictateurs jugés en Afrique. Maintenant, ce que je dis, donnons-nous les moyens nous-mêmes de le faire. Si on ne peut pas le faire au niveau national, qu'on le fasse au niveau africain, mais avec nos moyens. Et ça demande qu'au niveau de la société civile, les gens luttent davantage, les gens prennent les choses en main, qu'ils dénoncent les crimes et qu'ils fassent en sorte qu'on se donne les moyens nous-mêmes, entre Africains, de trouver les moyens de juger les dictateurs ici. C'est un juge burkinabé, le juge Kam, qui a jugé Hissène Habré. Moi, je crois que c'est bien. C'est une avancée par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Et maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Oba a dit, on juge Hissène Habré, mais Nkurunziza continue à faire des exactions. Mais moi, je crois que lui aussi sera jugé. Voilà, il peut rester quelque temps, mais il va être jugé après. Maintenant, comme on dit, faisons en sorte que les jugements puissent être faits chez nous, avec nos propres moyens. C'est l'idéal. On est encore loin de là, mais ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. Voilà. On doit travailler à y arriver.
Oui. Paul Miki Rwamba. On a tous constaté que les Africains ont régné un peu la Cour pénale internationale parce qu'on avait dit que c'était une juridiction à deux vitesses qui ne s'intéressait qu'aux Africains. Eh bien, aujourd'hui, avec ce que l'on constate, c'est que les Africains également devraient montrer leur capacité à pouvoir juger leurs dictateurs sur les sols. Et le cas Hissène Habré, ça devrait être vraiment un exemple. Mais en même temps, on se rend compte que l'Afrique n'est pas toujours prête à y mettre les moyens. Moi, je rappelle le fait que le Sénégal a crié pendant longtemps avant d'avoir les fonds pour juger Hissène Habré. Donc, c'est un frein à cet élan de pouvoir juger les dictateurs, entre guillemets, sur le sol africain. En même temps, c'est également le moment de se poser un certain nombre de questions. On a des dictateurs sous la main. Il y en a qui sont déjà en attente d'être jugés, comme l'ont dit certains. Il y en a qui sont en train de commettre leurs forfaits actuellement au moment où on se parle. On n'a plus le cas de Nkurunziza. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une juridiction, j'allais dire, permanente au niveau de l'Union africaine, de sorte à ce qu'on puisse freiner l'élan de ces dictateurs, parce que le tout n'est pas d'attendre que le type il finisse de commettre son forfait avant d'aller chercher les preuves pour les juger dans des procédures qui s'inscrivent dans la durée. Certaines des victimes même vont finir par mourir avant que l'instruction ne finisse. Oui, mais est-ce que de façon réaliste, vous pensez que cela est possible? Oui, mais si on a récusé la CPI, on doit avoir une juridiction propre à nous au plan africain qui va avoir tous les moyens et tous les pleins droits pour pouvoir gérer cette histoire, plutôt que de continuer dans ces tribunaux spéciaux, de ces tribunaux temporaires là qui disparaissent après que le dossier soit jugé. Donc on peut imaginer cette formule où on va s'inscrire dans une certaine durée en ce qui concerne les jugements des dictateurs pour crimes contre l'humanité en Afrique. On termine avec vous, Boukari Ouva, parce que le temps qui nous est donné pour cette émission est épuisé. Je constate que pour juger un chef d'État, il faut attendre qu'il perd tous ses soutiens. Il faut d'abord qu'il perde le pouvoir, et naturellement, quand on perd le pouvoir, on commence à perdre ses soutiens. Et progressivement, avec le temps, on perd tous ses soutiens. Aujourd'hui, je ne sais plus qui sont les soutiens de Hissène Habré. Et pourtant, tout le monde sait que lorsqu'il est venu prendre le pouvoir en 1982... Déby avait été évoqué, il était le chef d'état-major. Déby était le chef des armées de Hissène Habré. Aujourd'hui, lui, il est assis bonnement, on juge Habré, à la limite, s'il n'est pas celui qui instruit, en tout cas, il a intérêt à ce qu'il soit jugé. Et ça va se passer un peu comme ça partout. Il y a des gens aussi qui ont géré 27 ans avec un individu qui va bientôt, si les choses allaient bien, être jugé. Peut-être au moment où il sera jugé, ils seront assis en spectateur. Ça pose problème. Lorsque un régime commet des crimes, c'est vrai, on dit la responsabilité pénale, elle est individuelle. Cela est très important. Mais l'individuel, ça veut dire aussi qu'on doit pouvoir juger chaque personne individuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'on prend un seul individu, une seule personne, peut-être au nom d'une responsabilité morale, parce que tu es le chef de l'État, et on le juge, et puis un point c'est tout. On dit que Hissène Habré aurait tué environ 40 000 personnes. Et je n'imagine pas Hissène Habré en train d'exécuter 40 000 personnes. Mais il les a exécutés, oui, sous ses ordres. Donc, il y a un ordonnateur, un commanditaire, il y a des exécutants. Donc, il va falloir que, quand la justice va s'appliquer là, c'est ça, moi je dis, la justice partiale est une injustice. C'est une injustice. Lorsque la justice doit s'appliquer, elle doit s'appliquer dans toute sa latitude. Les complices doivent répondre. Qu'on prenne un individu et qu'il réponde au nom de tout le monde, et là nous sommes en matière pénale, je pense que c'est dangereux. C'est laisser les autres qui sont capables peut-être de commettre éventuellement d'autres crimes, sinon la justice doit être totale. Et pour le cas de Hissène Habré, on a même parlé de la complicité de certains pays occidentaux. Bien sûr, parce que comme je le disais, quand il venait prendre le pouvoir, il avait besoin de soutien, il avait besoin d'armement. Oui, c'est pas les jeunes qui l'ont amené au pouvoir. Bien, chers confrères, merci d'être venus pour le débat de ce jour. C'est tout pour le débat de presse de ce matin. Sont venus pour le débat Ladji Bama du journal Le Reporter. Nous avons également Paul Miki Rwamba de Ouaga FM, Soumaïla Rabo de Savane FM et Boukari Ouba de Mutation. Merci d'être venus pour le débat et c'est tout pour le débat de ce dimanche. Merci de votre attention et à bientôt pour un autre numéro. Wow.